À l'extrémité sud-ouest de l'Europe, le Portugal découpe dans la péninsule ibérique un territoire 6 fois plus petit que la France. L'océan Atlantique borde les côtes sur plus de 800 km. Une situation privilégiée et une ouverture vers le large permirent très tôt le rayonnement du pays. L'océan façonne le littoral, très contrasté selon la nature des sols. Les longues plages sablonneuses alternent avec les roches tourmentées par les vagues. Au départ de tels promontoires, les rêves d'un peuple ont pris leur envol. La proximité de l'Atlantique conditionne aussi le climat. Ainsi, les espèces caractéristiques des régions tempérées, comme les arbres à feuillage caduc, se mélangent à la végétation méditerranéenne. Bien que des années de sécheresse persistante aient compromis la diversité du paysage, dans la moitié sud, un grand nombre de plantes tropicales tirent leur épingle du jeu. Parmi tous les peuples de l'Antiquité, les Romains laissent au Portugal les témoignages les plus marquants. Beaucoup seront ruinés par les invasions germaniques. Au début du 8e siècle, les Maures s'installent, mais très vite, les chevaliers chrétiens organisent la résistance. Les musulmans vont rester 5 siècles. Au cours du Moyen-Âge, les Portugais tentent de contenir la pression de leurs voisins espagnols. Une grande famille joue un rôle fédérateur déterminant, les Bragances. Ils régneront sur le Portugal pendant près de 3 siècles. Motivés par l'esprit des croisades, les Portugais se lancent dans une vaste conquête territoriale. Elle est menée par des navigateurs audacieux dès le début du XVe siècle. Les expéditions maritimes font du Portugal une puissance mondiale qui s'étend aux 5 continents. L'empire colonial tiendra 5 siècles avant de s'effondrer. La fin de la dictature relancera le pays, membre de l'Union européenne depuis 1986. Le Portugal recense plus de 10 millions d'habitants, sans compter 5 millions de Portugais qui vivent à l'étranger à la suite d'une émigration massive. La population portugaise vieillit, un processus à peine enrayé par le retour au pays des enfants d'émigrés. Avec leurs agglomérations, les 2 plus grandes villes rassemblent la moitié de la population nationale. Le développement urbain ne menace heureusement pas les fleurons d'un patrimoine architectural remarquable. 2 mondes séparent le modeste habitat rural et les raffinements subtils de l'art manuélin. Entre le gothique et la Renaissance, le manuélin doit son nom au roi Manuel Ier. Dans son inspiration, il s'imprègne des contrées exotiques et annonce l'exubérance ornementale de l'architecture baroque. Les traditions portugaises révèlent une forte identité nationale. Un beau chant mélancolique y occupe une place importante, le fado. L'immense majorité des Portugais sont catholiques et les témoignages de leur foi sont très nombreux. L'implantation et la vitalité de la religion catholique s'expliquent notamment par les apparitions de la Vierge à Fatima en 1917. Le Portugais consomme 3 fois plus de poissons que les autres Européens et son vignoble occupe le 8e rang dans la production mondiale, notamment grâce au célèbre Porto. Mais l'agriculture n'emploie qu'à peine 12% des travailleurs et son importance a diminué considérablement depuis les années 1960. L'économie du pays s'est modernisée depuis l'adhésion à l'Union européenne. Les métiers traditionnels sont toujours pratiqués, mais avec des outils plus performants. La contribution des services au produit intérieur brut a aujourd'hui largement dépassé celle de l'industrie. Le Portugal ne possède pas de ressources propres en hydrocarbures et ses réserves de charbon sont négligeables. En revanche, le pays fait preuve d'un grand dynamisme dans les énergies renouvelables. Les communications se sont développées, notamment pour réduire les disparités économiques entre le nord et le sud. Malgré sa taille réduite,
le Portugal figure au 15e rang des destinations touristiques mondiales. Un atout supplémentaire pour un pays grandi par la diffusion de sa culture. Bien à l'abri de la fougue océanique, la ville de Lisbonne a été créée par les Phéniciens plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Capitale depuis le XIIIe siècle, la cité profite d'un emplacement idéal au creux de l'estuaire du Tage. Les ports méditerranéens ne pouvaient rivaliser avec une telle rade naturelle. Le pont du 25 avril relie les deux rives du Tage. La date rappelle la révolution de 1974 qui mit fin à la dictature. Avec son agglomération, Lisbonne compte environ 3 millions d'habitants, répartis sur une superficie qui s'étend bien au-delà des 7 collines originelles. Les ressources de la ville suscitèrent à travers l'histoire beaucoup de convoitises. Le château Saint-Georges assuma un rôle défensif depuis l'arrivée des Wisigoths. De cette position, on contrôle l'estuaire du Tage. L'eau prend à certaines heures des reflets dorés qui ont valu à l'embouchure du fleuve le surnom de mer de paille. Une statue du Christ roi domine le Tage. Elle fut élevée pour que le Portugal soit épargné par la Deuxième Guerre mondiale. Un vœu exaucé puisque le pays conserva sa neutralité. Lisbonne est très attachée aux traditions et les pâtisseries n'y dérogent pas. Les plus anciens établissements jouissent d'une réputation qui n'est pas usurpée. Leur savoir-faire remonte à l'époque des Maures. Autre tradition, le churrasco, le barbecue des jours de fête. On grille de la viande ou des sardines. Les grillades se préparent sur le trottoir ou à même la rue. Sur une colline escarpée, Alfama est le plus ancien quartier de Lisbonne. Pendant les invasions des peuples germaniques, les Wisigoths s'y étaient déjà installés. Mais son véritable caractère, Alfama le doit aux Maures qui s'y établirent aussi. Ils lui donnèrent les allures d'une médina, d'une vieille ville arabe. Les références à la foi catholique ont été ajoutées par la suite. À travers les ruelles médiévales, l'électrico, le tramway électrique, se ferait un passage depuis le début du XXe siècle. Au Moyen Âge, le cœur actuel du Portugal constituait la limite sud du pays. Plus au sud s'étendait déjà la province de l'Estrémadure. Sur la côte, des falaises vertigineuses offrent une caisse de résonance à l'Atlantique. Nazaré possède la réputation d'une station balnéaire de qualité, même si l'océan y est un peu musclé pour la baignade. Les mouettes apprécient surtout l'endroit pour son port de pêche. En effet, au moment de laver le poisson, sonne pour elles l'heure du déjeuner. Les Portugais ont le sens de la fête et le carnaval est toujours un grand moment. Dans les tenues les plus débridées, les réjouissances peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Le Brésil, l'ancienne colonie, donne le tempo d'un défilé haut en couleur. Au passage, on n'hésite pas à se moquer de soi-même et des autres qui ne sont pas toujours présentés sous leur aspect le plus flatteur. Mais
Mais les traditions sont préservées dans des versions interprétées au pied levé. Et il existe aussi des lieux où les coutumes folkloriques sont prises au pied de la lettre. Le tiers sud du pays est presque entièrement occupé par l'immense province de l'Alentejo. Le nom signifie littéralement « au-delà du Tage ». Il désigne une terre vouée depuis des siècles à l'agriculture et à l'élevage selon la nature des sols. Le chêne-liège a trouvé sa terre de prédilection en Alentejo. Le liège est l'écorce d'un arbre qui peut vivre 500 ans. On la prélève sur le tronc et les branches principales. Le Portugal assure plus de la moitié de la production mondiale. Les producteurs de vin lui doivent beaucoup. Des bouchons. Ce liège servira à fabriquer des bouchons. Pour les bouteilles de champagne, par exemple. Les méthodes de culture modifient les paysages de l'Alentejo. Une technique consiste à semer des céréales entre les chênes-lièges. On récolte, puis les terres sont laissées en jachère comme pâturage. À l'horizon, la ville d'Arraiolos, réputée pour ses fabriques de tapis. Sur la route entre l'Espagne et Lisbonne, la localité s'est illustrée grâce à des tapis réalisés en chanvre ou en lin. Pour la décoration, ils sont brodés de laine. Leurs origines sont bien connues. Ceux qui ont commencé à fabriquer des tapis à Arraiolos, ce sont les Maures, au début du XVIe siècle. Ils se sont établis à Arraiolos et ils ont commencé à fabriquer des sacs, des choses simples. Après, ils se sont lancés dans les tapis avec toutes sortes de motifs, espagnols, indiens, persans aussi. Comme ces deux tapis dont les dessins sont d'inspiration persane. L'Algarve, une région que les Maures quittèrent en dernier lieu au terme d'âpres combats. La ville de Silves fut la capitale d'un puissant royaume arabe. Les chrétiens rasèrent les mosquées, mais conservèrent la forteresse. Grâce à leur maîtrise de l'irrigation, les Maures firent de l'Algarve un jardin. L'ensoleillement a fait le reste dans une région au climat exceptionnel. Le fleuve Douro marque la limite d'une région qui fait la transition avec le sud, les Beiras, littéralement les bords. La ville d'Aveiro était un port de mer au Moyen Âge. Mais le port s'est ensablé et une ria, une lagune, s'est formée. La lagune d'Aveiro est entourée de champs, de rizières et de marais salants. Elle est parcourue de longues barques, les moliseiros, qui récoltent les algues comme engrais. Pour ramasser les algues, on ne quitte pas le bateau. Un système original combine le ramassage et le pilotage. Cette corde sert à diriger le bateau. Elle est reliée au gouvernail. Quand on veut récolter des algues, on met un filet de chaque côté. Les filets ramassent les algues qui sont au fond de l'eau et on remplit le bateau. Et en même temps, on peut diriger le bateau grâce à la corde. Les moliseiros ne servent pas seulement à la collecte des algues. On les utilise aussi pour la pêche aux anguilles, le transport du sel, des marchandises et des personnes. L'accès de la ville d'Aveiro à la mer a été rétabli au début du XIXe siècle, grâce à la construction de digues. La cité s'est enrichie en quelques années et sur les rives de ces canaux, de belles maisons bourgeoises ont fait leur apparition. Les moliseiros traditionnels rehaussent leurs proues de peinture vive inspirées de la vie quotidienne
ou de l'histoire nationale. Les somptueuses demeures baroques d'Aveiro ont été construites grâce au commerce du poisson. La morue, la sardine, la raie ou l'anguille ont fait la fortune de la cité. Le poisson représente une part importante de la consommation des Portugais. Ils y consacrent 15% de leur budget alimentation. Mais le Portugal importe 4 fois plus de poissons qu'il n'en exporte. Entre le Douro et l'Espagne, c'est dans les montagnes au nord du Portugal que les chrétiens s'étaient réfugiés pour fuir l'invasion musulmane. La reconquête des terres fut lancée dans la région. Un événement ajoute encore au prestige de l'endroit et de la ville de Guimarães en particulier. Pour l'histoire, en effet, ici naquit le Portugal. Dans un château en granit au tout début du XIIe siècle, un petit garçon voit le jour d'un père bourguignon et d'une mère castillane. On l'appelle Afonso Henriques. Il deviendra, 30 ans plus tard, le tout premier roi du Portugal. Guimarães a aussi développé une tradition textile. Les manufactures de cotonnade et les filatures de lin fournissent les artisans depuis 5 siècles. La ville a conservé son plan et ses habitations médiévales. Dans une région où le climat peut être rude en hiver, les maisons se regroupent au bord de petites places pour prendre le soleil et se protéger du vent. Le modernisme hésite toujours à s'installer ici, comme si le temps avait trouvé un refuge éternel sous les arcades gothiques. Le nord du Portugal a subi davantage l'influence des autres pays européens au cours de son histoire. La religion catholique y est mieux implantée qu'ailleurs. Les lieux de culte en témoignent avec splendeur. L'escalier baroque du Bom Jésus do Monte conduit les fidèles vers leur salut. Un chemin de croix très pénible, car il s'effectue en principe à genoux. Une fois arrivé au sommet, la vue sur la ville de Braga est une récompense en soi. La ville de Braga est aussi appelée la Rome du Portugal, pour ses fontaines et surtout pour ses innombrables églises. La région fut christianisée très tôt. À l'époque des invasions germaniques, elle fut occupée par les Suèves, qui se convertirent dès le VIe siècle au catholicisme. L'empreinte de l'église se retrouve à chaque coin de rue. La pratique religieuse varie selon les générations, un phénomène commun à tous les pays catholiques. Cependant, les temps changent et les mentalités évoluent. Braga est aussi une ville industrielle et de nouvelles perspectives apparaissent avec la croissance économique de la région. La cité prospère se trouve aujourd'hui dans une des zones les plus peuplées du Portugal. À 300 km au nord de Lisbonne, la ville de Porto est la deuxième agglomération du pays avec plus d'1,5 million d'habitants. Tôt le matin, le trafic est dense sur le pont Dom Luís. En un siècle, la population a plus que doublé dans une cité que ses habitants surnomment Porto la Travailleuse. Le centre historique de Porto figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est en effet devenue un des hauts lieux de l'art baroque grâce au soutien du roi Jean V. Le baroque atteint son apogée à Porto, et pas seulement en architecture. À l'extérieur, les églises peuvent rester discrètes. À l'intérieur, en revanche, les arts décoratifs sont portés en triomphe. Ainsi, la Tala Dourada,
la sculpture sur bois décorée à l'or fin submerge les murs et la voûte de l'église Saint-François. Vous avez là un sommet de l'art baroque à Porto. C'est aussi une illustration des richesses qui provenaient du Brésil, au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle. On comprend mieux dans ces conditions que le mot « baroque » soit d'origine portugaise. Le terme « barroco » désigne une perle de forme irrégulière. Porto est avant tout un port. Port se dit Porto en portugais. Un port encaissé entre deux rives escarpées qui font la haie d'honneur au large estuaire du Douro. Sur la rive gauche du fleuve, dans la banlieue de Vila Nova de Gaia, des entrepôts sont voués à la conservation d'un vin fameux. À lui seul, il a contribué à la célébrité de la ville, le Porto. Le Porto est un vin dont on a interrompu la fermentation en ajoutant de l'eau de vie. Le procédé a été inventé au XVIIIe siècle par un marchand anglais. Il voulait améliorer la qualité du vin de la région et se passer des vins français. Le public peut accéder aux chais là où les vins sont élaborés. Mais certains endroits sont inaccessibles, car on y conserve des crus millésimés, des vins exceptionnels. Le Porto ordinaire est un vin de coupage. Les meilleurs crus sont bien protégés. Nous avons dedans un trésor, ce sont les meilleurs vins que nous avons, des années extraordinaires, qui sont utilisés pour faire les assemblages du vin, avec les meilleurs vins que nous avons, par exemple, avec un vin de 20 ans, de 30 ans. Et c'est un trésor, nous les appelons les vins mères, parce qu'avec ces vins, nous faisons autres vins aussi. Devant les entrepôts, des bateaux à voile rectangulaires, les rabelos. Les embarcations sont capables d'affronter les remous du Douro à l'aide de leur grand gouvernail. La navigation n'a jamais été facile sur le Douro, un cours d'eau capricieux. Heureusement, le fleuve s'est calmé. Le débit est régulé depuis la construction de barrages et d'écluses. Et pourtant, les rabelos ne sont plus en service. Les rabelos transportaient les tonneaux sur le fleuve. Ils acheminaient le vin comme ça jusqu'à Vila Nova de Gaia. Après, le Porto était réparti dans les entrepôts. Maintenant, cette époque est finie. Le vin arrive par tracteur, par camion. Les viticulteurs n'utilisent plus les rabelos. Le vin qui sert à la fabrication du Porto est produit à une centaine de kilomètres en amont, dans la haute vallée du Douro. La vigne est cultivée en terrasses étroites en raison de la pente, et les machines ne peuvent y accéder. La terre schisteuse est très aride. La vigne doit enfoncer ses racines pour puiser l'eau et les minéraux dont elle a besoin. Profondément attaché à son patrimoine, le Portugal a trouvé les ressources nécessaires à sa croissance. Mais depuis que le soleil s'est couché sur son empire, la mélancolie pointe souvent entre le cœur et le fado. Certas